Jeudi 29 mars 2018, bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. La rentrée sénatoriale fixée au 10 avril prochain, information donnée ce jeudi en Conseil des ministres, la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est également penchée sur des questions liées à la sécurité routière et à la fixation du prix du cacao. Le ministre d'État, ministre de la Défense, reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Ahmed Bakayoko, et Antonio Guterres se sont entretenus sur des questions de sécurité telles que le terrorisme. Le dossier politique de ce jeudi 29 mars s'intéresse à la situation qui prévaut en ce moment au MFA. Le mouvement des forces d'avenir connaît une crise. Azumana Moutaye et Ouattara Siaka se disputent la tête du parti. Bienvenue dans votre édition. Conseil des ministres ce jeudi 29 mars au Palais de la Présidence, au plateau. Entre autres sujets évoqués à cette réunion des membres du gouvernement, la sécurité routière, la fixation du prix du cacao, mais également les premières sénatoriales en Côte d'Ivoire, sénatoriales qui se sont déroulées le 24 mars dernier. On fait le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce jeudi 29 mars, a fait le point sur les élections sénatoriales du 24 mars. Des élections qui se sont déroulées sans incident sur l'ensemble du territoire national. 25 listes ont été élues au titre du RHGP, représentant 50 sièges, soit 75,76%. Et 8 listes ont été élues pour le compte des indépendants, ce qui représente 16 sièges. Les prochaines étapes en ce qui concerne la mise en place du Sénat, le 4 avril 2018, ce sera la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le 5 avril, le Sénat procédera à l'élection de son président. Et le 10 avril 2018, s'effectuera la cérémonie de rentrée solennelle du Sénat à Yamoussoukro. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation 2017-2018 qui s'ouvre le 1er avril est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. La production pour l'année 2000, pour la campagne 2017-2018 à ce jour est estimée à peu près 2 millions de tonnes. Et en ce qui concerne la campagne intermédiaire, la production est estimée à 500 000 tonnes. Après analyse, le Conseil a donné son accord pour maintenir le prix borchant du cacao à 700 francs le kilo. Vous le savez, la tradition veut que le prix de la campagne intermédiaire soit inférieur à celui de la campagne principale. C'est ce qui se fait habituellement puisqu'il y a une décote relative notamment à la qualité moindre des productions de la campagne intermédiaire. Malgré cela, le Conseil a donc décidé de maintenir à 700 francs le prix fixé pour la campagne intermédiaire. La phase 2 de l'opération d'identification, les retardataires ont un mois supplémentaire pour se faire identifier. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois pour s'achever le 30 avril 2018. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivées, leur numéro supprimé et sortis des registres des abonnés. Et puis, pour la période de Pâques, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité routière. Intensifier l'information et la sensibilisation des populations, en particulier des conducteurs, pendant cette période. Renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation des usagers de la route à travers les médias et des actions de proximité. Améliorer la signalisation routière et le traitement
de ce qui s'appelle les points noirs, renforcer la signalisation verticale, horizontale et lumineuse aux endroits à risque, fermer dans la mesure du possible les nids de poules sur les voies les plus dégradées, renforcer le contrôle routier et la répression, veiller au respect strict des règles de circulation avec l'appui de la police et de la gendarmerie sur l'ensemble du réseau routier national. Au nom du gouvernement, bonne fête à tous, donc bonne fête de Paquinon. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 4 avril. Autre rendez-vous important, le nouveau président du Libéria, George Weah, va effectuer en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril une visite d'amitié et de travail. On poursuit en image avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a échangé hier mercredi avec une délégation du groupe chocolatier américain Hershey, délégation conduite par sa vice-présidente, Susanna Zou. L'entretien a notamment porté sur la mise en œuvre du partenariat stratégique conclu entre l'État ivoirien et l'industriel américain. C'était en décembre dernier. Notez que ce partenariat engage le groupe à réaliser des infrastructures de base dans les zones cacaoyères, à soutenir les producteurs, également à augmenter les achats de produits semi-finis de cacao provenant de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU. Ahmed Bakayoko et Antonio Guterres se sont entretenus sur des questions de sécurité telles que le terrorisme. L'audience s'est tenue en marge du débat de haut niveau sur l'amélioration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, débat auquel prenait part le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'est l'un des temps forts de la présence du ministre ivoirien de la Défense au siège des Nations Unies à New York. Une audience consacrée exclusivement aux questions sécuritaires, notamment celles liées à la lutte contre le terrorisme. Le ministre Ahmed Bakayoko et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont échangé sur la future école internationale de lutte antiterroriste de Jacquesville. Également au cœur des discussions, le bataillon projetable opérationnel des forces armées ivoiriennes pour des engagements dans les opérations de maintien de paix. S'agissant de maintien de paix, le ministre Ahmed Bakayoko a pris part au débat de haut niveau sur ce sujet initié par les Pays-Bas. À cette occasion, il s'est félicité du rôle majeur de ces opérations onusiennes dans la protection des vies lors des conflits. J'ai personnellement bénéficié de la protection de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui, comme pour des milliers d'Ivoiriens, m'a sauvé la vie. J'ai également dans ma délégation l'ambassadeur Alcide Djedje, alors membre du camp adverse pendant la crise ivoirienne, qui a bénéficié également de la même protection. Ensemble, nous sommes là, ensemble nous sommes engagés dans un processus de reconstruction nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité et d'être prête à projeter des troupes sur des théâtres pour sauver d'autres vies. Cette séance du Conseil de sécurité marque le début d'une série d'initiatives du secrétaire général fondée sur la notion de responsabilité collective et qui vise à insuffler une dynamique nouvelle aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et Michel Digré signait ce reportage. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a procédé à l'inauguration du nouveau commissariat de la ville d'Adiaké et du bureau d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables de la même ville, bâtiment d'une valeur de 980 millions de francs CFA. On en parle avec Abou Sanogo. L'Union européenne dote la ville d'Adiaké d'un commissariat flambant neuf avec tous les équipements nécessaires pour une action plus rapide et d'un bureau d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables, le tout d'une valeur de 980 millions de francs CFA. Les clés des nouveaux bâtiments ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Ces bâtiments inaugurés ont été réalisés dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD.
Les enjeux de la sécurité humaine sont naturellement très importants et seront déterminants pour la consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale, de la paix, mais également du développement durable de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne est à vos côtés dans la volonté que vous avez tous de voir votre sécurité mieux assurée au quotidien, d'avoir une police toujours plus à l'écoute de vos préoccupations. Ce nouveau commissariat vient renforcer les capacités de la police d'Adiaké dans sa mission de protection des populations du sud de Komouï. Cette bâtisse est non seulement un outil essentiel dans sa conception, mais aussi et surtout un cadre d'échange et de collaboration entre notre police et les populations. Tout en exprimant la gratitude du gouvernement ivoirien à l'Union européenne, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité les bénéficiaires à prendre soin de l'édifice qui est mis à leur disposition et surtout à être d'un modèle. Je voudrais vous inviter, brave population d'Adiaké, à avoir la meilleure collaboration avec les agents chargés de votre sécurité. Le policier, c'est l'agent qui est en contact chaque jour avec la population. Cela rend votre mission particulièrement difficile. Et cela, nous devons pouvoir le réussir par notre rigueur. C'est ce que je vous demande en premier lieu. C'est pour cela qu'il faut que vous apportiez la preuve de votre intégrité en verbalisant celui qui n'a pas ses pièces au complet. Outre le commissariat d'Adiaké, ceux de Botro et de Boisflé ont ouvert. Au-delà de ces 3 commissariats, 14 bâtiments à usage de bureaux d'accueil genre viendront accroître le réseau des commissariats de la police nationale. On évoque à présent le lancement de la campagne de répression sur la fraude, donc sur le sucre, campagne lancée par le directeur général du commerce intérieur ce jeudi. Le sucre, dont l'importation est interdite depuis maintenant quelques mois, fait pourtant objet d'importations frauduleuses. Alors, la direction générale du commerce a décidé de sévir. Jean-Luc Bangbo. Depuis 2008, le sucre fait partie des produits interdits à l'importation en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce sont plus de 40 tonnes de sucre en provenance d'Amérique latine et d'Asie qui ont été saisies par la direction du commerce intérieur entre janvier et mars 2018. Du sucre entré frauduleusement en Côte d'Ivoire qui a amené le ministère du Commerce à lancer cette campagne de répression. Nous allons procéder effectivement à la saisie de tous les supports de services ayant servi à la commission de cette fraude. Donc, messieurs les transporteurs, sachez que désormais, si nous trouvons du sucre dans des camions, du sucre frauduleux dans les camions, ces camions feront l'objet de saisie et de destruction. Ce langage de fermeté tenu par Aimé Kwazan se justifie par la menace que fait planer ce phénomène sur l'industrie sucrière ivoirienne. L'industrie sucrière emploie environ 15 000 travailleurs et fait vivre plus de 60 000 personnes. Les investissements à hauteur de 190 milliards de francs CFA sont programmés sur la période 2017-2023 afin de porter la production nationale à 290 000 tonnes. Cette fraude met en péril notre économie avec pour conséquence des pertes de recettes douanières et fiscales et crée une concurrence déloyale sur nos marchés. Outre la menace sur l'économie, l'importation frauduleuse constitue un risque sanitaire pour la population. Les pertes annuelles occasionnées par cette situation sont estimées à plus de 20 milliards de francs CFA. L'importation frauduleuse de sucre en Côte d'Ivoire est passible de sanctions allant de 100 000 francs à 100 millions de francs CFA avec la possibilité de peines privatives de liberté. Ils sont beaucoup plus présents dans le secteur informel. Les immigrés constituent pourtant une force de travail importante dans l'économie nationale. Le sujet a fait débat ce jeudi, ici même à Abidjan. Notez que selon une étude de l'Office national de la population, les immigrés constituent une force de travail importante, une véritable source pour l'économie nationale. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Ces dernières années, le débat autour de l'immigration a fortement occupé l'espace public, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce rapport que le ministère en charge du plan lance vise à déterminer
la contribution des immigrés dans l'économie nationale. Il explore 3 dimensions principales du développement. Il explore les liens entre la migration et le marché du travail, les liens entre la migration et les finances publiques, et les liens entre la migration et la croissance économique. Selon le recensement général de la population réalisé en 2014, les immigrés représentent environ 5 400 000 individus, soit 24,2% de la population ivoirienne. Une main-d'œuvre certes informelle, mais très active et diversifiée. Cette main-d'œuvre a joué et continue de tenir un rôle important dans l'agriculture, le commerce, la réalisation des infrastructures économiques telles les ports d'Abidjan et de San Pedro, la construction de chemins de fer, les barrages hydroélectriques. Une contribution significative à la construction d'une Côte d'Ivoire économiquement puissante, pas toujours appréciée à sa juste valeur par les populations autochtones, affectées par la crainte de perdre des positions sociales qui leur reviennent de droit. Et pourtant, en général, la contribution des immigrés est neutre. Ça veut dire qu'ils ne consomment pas plus de ce qu'ils y contribuent et qui n'ont pas un impact négatif sur le marché du travail. Ça veut dire qu'ils n'enlèvent pas des emplois aux autochtones et ils n'ont pas un impact négatif sur les salaires et sur les revenus des travailleurs. Aujourd'hui, il est question pour les décideurs d'élaborer un plan d'action, un document consensuel, afin d'aboutir à la prise en compte du potentiel économique des immigrés dans la formulation des politiques sectorielles en Côte d'Ivoire. Le dossier politique de ce jeudi 29 mars s'intéresse à la situation qui prévaut en ce moment au MFA. Le mouvement des forces d'avenir connaît une crise. Azumana Moutaye et Ouattara Siaka se disputent la tête du parti. Quels sont les dessous de cette crise? Comment évoluent les choses au MFA? Le dossier est signé Herman Guivet. Le MFA à la une des journaux. Les raisons de ce positionnement, la crise au sein du mouvement des forces d'avenir. Après une réunion de son camp, Azumana Moutaye affirme: Le bureau politique m'a donné son accord pour signer le manifeste du parti unifié. Sur le même sujet, Ouattara Siaka riposte: Le MFA n'a pas donné mandat à Azumana Moutaye. Comment sommes-nous arrivés à cet imbroglio au sein de ce parti politique? Pour le comprendre, faisons ensemble machine arrière. À qui reviendra le droit de tenir la plume qui signera le manifeste du parti unifié? Cet imbroglio au sein du MFA remonte au 26 mars 2015. Les membres du bureau politique décident à l'unanimité de suspendre Anaki Covenant Innocent Augustin de ses fonctions de président du MFA. Il lui est reproché de poser des actes qui desservent son parti. Le camarade Anaki Covenant Innocent est suspendu de ses fonctions de président du mouvement des forces d'avenir MFA jusqu'au premier congrès extraordinaire qui se tiendra au plus tard le 15 avril 2015. Le 12 avril 2015 se tient un congrès extraordinaire au cours duquel Azumana Moutaye est élu président du MFA. Ses premiers mots annoncent la rupture avec un passé politique pénible. L'ère Anaki Covenant loin derrière, voici plusieurs mois que le torchon brûle au sein du parti politique que constitue le MFA. Une crise aux origines quelque peu similaires à la situation présente, et pour comprendre ce bicéphalisme, à la tête de ce parti, nous avons rencontré les différentes obédiences. Moutaye Azumana et Ouattara Siaka. Tous deux prétendent à la casquette de président du MFA. Chacun ses soutiens, chacun ses arguments, chacun sa version des faits. Tout est venu du fait qu'en 2017, lors du remaniement, lorsque nous sommes sortis du gouvernement, ils ont manifesté le désir que le président ne défend pas beaucoup leurs intérêts, parce qu'ils ils ont perdu leurs emplois. Donc, mais nous avons dit qu'en fait, ce n'est pas le président, parce qu'on a fusionné 2 ministères. Donc, c'est tout à fait normal que le ministre procède par compétence. Mais la compétence, ce n'est pas le président qui la donne. C'est l'individu lui-même qui présente sa compétence. Et donc, ça crée en tout cas une situation incompréhensible au sein de certains de nos cadres qui pensent qu'on n'a pas suffisamment défendu leur dossier. Le MFA version Ouattara Siaka a en effet organisé un congrès extraordinaire au terme duquel Ouattara Siaka a été élu président du MFA.
M. Moutaye a été porté à la tête du MFA le 12 avril 2015. Et depuis lors, M. Moutaye n'a pas organisé le parti. Mais plus grave, il délocalise le siège du parti sans informer les militants que nous sommes. Pourtant, un parti politique, le siège est fixé par congrès ou par bureau politique. Si on doit délocaliser le siège, c'est encore un autre bureau politique ou un autre congrès qui peut demander aux militants que le siège sera désormais dans telle localité. De deux, le M. Moutaye n'a pas de vision politique. Chacun ses recours en justice. Le 14 mars dernier, la décision est tombée, où M. Moutaye a été déclaré mal fondé, ensuite débouté et condamné aux dépens. Mais comme c'était cette décision que nous attendions, ça ouvre maintenant la porte à aller au Congrès. Et voilà pourquoi nous avons convoqué ce congrès extraordinaire qui a eu lieu à Bondoukou. Mais plus loin, après avoir convoqué encore ce congrès, M. Moutaye a saisi encore un juge de référé qui s'est déclaré incompétent parce que le dossier de M. Moutaye était vide. Nous avons appris que les camarades de Siaka et ses camarades voulaient faire une réunion à Bondoukou le 25. Après, nous avons été informés que c'est un congrès. Mais nous avons saisi notre conseil et devant la justice, M. Ouattara Siaka a dit qu'il n'y a pas de congrès à Bondoukou et qu'il n'y avait pas de congrès. Donc nous pensons que Ouattara Siaka et ses amis sont allés faire une réunion. On a été surpris que dimanche soir, nous apprenons sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un congrès à Bondoukou. Nous avons saisi la justice pour faire valoir nos droits. Et actuellement, l'affaire est pendant devant la justice. L'audience sera pour le 15 mai. À la question de savoir comment se porte le MFA, j'ai pu vous rassurer que le MFA se porte très bien. Le MFA se porte très bien. Pour les deux camps, tout semble être bon, pour le meilleur des mondes, au sein du MFA. Nous retenons pour notre part que les deux dernières décisions de justice rendues dans ce bras de fer sont des attestations de plumitifs en date du 16 mars et du 23 mars 2018. Chacune des parties entend faire prévaloir ses arguments devant la justice afin d'offrir aux militants du mouvement des forces d'avenir un avenir plus éclairé. Voilà, crise au MFA qui, donc, de Azumana Moutaye et de Ouattara Siaka, préside aux destinées du parti. Le dossier était signé Herman Guivet. Avec Ami Sissoko, on s'intéresse à présent à la visite de travail du groupe Banque mondiale à l'hôpital général de Anyama. La structure, notez-le, bénéficie d'un appui financier de l'Institut. Hôpital général d'Anyama. Une délégation de la Banque mondiale en visite de travail. Elle est venue s'imprégner de la réalité et de l'impact du financement de la Banque mondiale sur la population. L'hôpital général d'Anyama fait partie des 402 centres de santé bénéficiaires du projet Approche du financement basé sur la performance. Projet financé par la Banque mondiale à plus de 35 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre du renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques. Après avoir vu les nouveau-nés, tous les départements, et là, cette visite m'a permis d'affirmer que véritablement nous sommes en train de travailler, de bien travailler. 2 ans après la mise en œuvre, les résultats ont été satisfaisants. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons tout l'accompagnement de la banque et surtout nous avons l'accompagnement de l'autorité de tutelle qu'est le ministère de la Santé. L'hôpital général d'Anyama a reçu près de 70 millions de francs CFA de la Banque mondiale. Elle n'a plus qu'à servir à la réhabilitation de certains services, à l'achat de kits de médicaments d'urgence, à la prise en charge des personnes vulnérables, à l'amélioration de l'hygiène hospitalière et au paiement de primes de motivation du personnel, entre autres. Toutes ces actions ont permis à l'hôpital général d'Anyama de tripler le nombre de consultations en passant de près de 8 000 à 30 000, de 2016 à 2017 selon la directrice.
Le carême chrétien tire à sa fin. Demain, vendredi saint, les fidèles chrétiens, à travers 14 stations, vont revivre la passion du Christ. Mais avant, l'heure était aujourd'hui à la commémoration du lavement des pieds, acte d'humilité accompli par Jésus-Christ. Le Christ qui a donc lavé les pieds de ses apôtres avant de se mettre à table pour la dernière scène. Et l'acte a été repris ce soir dans toutes les paroisses. Ce sera donc demain le clou de 40 jours de jeûne et de pénitence pour les chrétiens. Le carême chrétien prend fin avec le grand chemin de croix qui sera donc fait par la communauté catholique qui se prépare à revivre dans les pas de Jésus-Christ cette marche vers la vie qui passe par la mort. Et sur les paroisses, notamment à Saint-Joseph de Bingerville où était Grâce Crando, l'heure est en ce moment aux répétitions. Ce vendredi saint marque le dernier chemin de croix du mois de carême que les chrétiens vont vivre symboliquement à travers des mimes dans leur paroisse. Le chemin de croix retrace la passion du Christ depuis le jardin des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem pour le salut de l'humanité. Avant l'événement qui sera commémoré demain, l'heure est aux répétitions à Saint-Augustin de Bingerville. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors, Pilate le livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire. Moqueur, pleureuse, soldat, mère de Jésus sont un autre acteur qui compose la troupe théâtrale. Mais comment se fait le choix des acteurs? Il n'y a pas de critère de choix pour prendre part au mime de la passion du Seigneur. Ce sont des jeunes, des personnes, des catholiques disponibles, disposés à vivre aussi autrement à travers les actes cette étape de la souffrance du Christ. C'est aussi une manière à leur niveau de participer aussi à la souffrance du Christ. Christ même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous permettons à la communauté, aux chrétiens de revivre, de ressentir un peu le mal que Jésus a vécu. On doit voir dans ces différentes stations la souffrance, le sacrifice que Jésus a fait pour que le monde soit sauvé. Dans cette pièce, je joue le rôle de Marie, la mère de Jésus. Et vraiment, ça fait vraiment mal de voir son enfant se faire flageller pour les péchés qu'il n'a pas commis. C'est cette émotion-là que nous avons voulu partager avec les chrétiens et vouloir les évangéliser à travers le théâtre. Méditation, prière, adoration sont entre autres temps forts qui composent les 14 stations du chemin de croix. Voilà, 14 stations pour donc revivre la passion du Christ. Ce sera demain, le clou du jeûne chrétien. La prudence, plus que jamais recommandée en cette période festive, période pascale. Le Haut Conseil du patronat des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire fait de la sensibilisation pour des fêtes de Pâques réussies. Et c'est avec Kwadio Kwame, Jean-Daniel de Dieu, qu'on en parle. Lancement des activités du bureau du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire, région du Bélier. Cadre fédérateur de l'ensemble des opérateurs du secteur routier en Côte d'Ivoire. Le bureau assure la représentativité auprès des pouvoirs publics et des partenaires au développement. À ce jour, le Haut Conseil est présent dans 99 localités du pays pour organiser le secteur du transport, une unité d'action pour plus de responsabilité et la professionnalisation des acteurs du secteur. L'idée finale, c'est de faire en sorte que le transporteur routier puisse faire son transport, rentabiliser son affaire, mais surtout assurer la mobilité de nos populations dans de très bonnes conditions de sécurité. En cette période de fête, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire appelle les transporteurs à la responsabilité et à la prudence afin d'éviter les désagréments sur les routes. Que les conducteurs puissent respecter les règles minimum du code de la route qui sauvent les vies. Et aux entrepreneurs, les transporteurs, leur demander de respecter les règles minimum qui exigent
une bonne tenue mécanique et électrique du véhicule pour que véritablement les conducteurs et l'équipage qui utilisent ces véhicules-là puissent transporter nos populations dans de très bonnes conditions. La représentation du Haut Conseil à Yamoussoukro, une réelle volonté des acteurs sur le terrain. Le directeur régional des transports a saisi l'occasion de ce lancement pour appeler les transporteurs à être des dynamiques chefs d'entreprise afin de jouer le rôle qui leur revient dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous fais lecture de ce communiqué, toujours dans la même veine. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 2 avril 2018, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On termine avec cette information peu reluisante pour se dire au revoir. Attentat dans l'est de la Libye. L'attaque a fait au moins 8 morts ce soir. Merci de nous avoir suivis.